Au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre et du cabinet du Premier ministre, tutelle du Centre d'information et de communication gouvernementale, je voudrais souhaiter la bienvenue au rendez-vous du gouvernement, animé ce jour par Monsieur Moussa Sanogo, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État, avec pour thème le budget des ressources au service des populations. Monsieur le secrétaire d'État, merci d'avoir répondu à notre invitation pour évoquer ces grands enjeux de cette question transversale et d'expliquer aux médias, aux populations, ce à quoi vont les ressources qu'on appelle le budget de l'État. Le directeur général du CICG, conseiller spécial du Premier ministre, a bien campé le décor. Nous allons parler d'une matière qui n'est pas toujours aisée, sur laquelle beaucoup de gens ont une appréhension, on va dire, un peu limitée. Je pense que ça donne aujourd'hui l'opportunité de parler de questions aussi complexes que la fiscalité, les opérations douanières, le portefeuille de l'État, les opérations budgétaires, les investissements. En fait, autant de choses qui sont le quotidien des populations, à la vérité, mais sur lesquelles elles ne sont pas toujours très averties. La question des dépenses de personnel, qui sont bien souvent des salaires ou des dépenses pour faire fonctionner l'administration, les dépenses d'investissement qui permettent d'entretenir l'outil productif, le service de la dette, qui permet d'assurer, en tout cas, la fluidité de nos relations financières extérieures, et aussi différentes allocations de ressources, en particulier vers des comptes spéciaux, pour faire fonctionner globalement l'administration. Donc tout ça, c'est bien au service de la population. Et depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara au pouvoir, beaucoup d'efforts d'amélioration de la gestion des finances publiques ont été faits. Ça concerne aussi bien les régies financières qui se sont engagées dans un vaste processus de modernisation, à travers notamment les questions de digitalisation, mais aussi le cadre de gestion des entreprises du portefeuille de l'État, qui est en constante amélioration. Et la bonne nouvelle, c'est que ces efforts sont reconnus au niveau des partenaires techniques financiers, au niveau des institutions financières internationales. Si vous avez l'occasion de passer un peu en revue certains rapports sur le net, vous verrez tout le bien que les uns et les autres pensent de la gestion macroéconomique qui se fait en Côte d'Ivoire. Alors nous allons essayer de vous exposer l'ensemble des résultats obtenus, des moyens qui ont été déployés autour de 4 grandes thématiques. La gestion budgétaire d'abord, puis les questions fiscales, en commençant par la fiscalité intérieure, puis la fiscalité de porte, pour parler simplement la douane, et puis on va finir par les questions liées au portefeuille de l'État. Alors, s'agissant de la gestion budgétaire, vous savez que notre pays a renoué avec le programme économique et financier soutenu par le Fonds monétaire international dès la session du président de la République aux affaires. Et depuis que ces programmes-là ont repris en 2012, tous les engagements pris par la Côte d'Ivoire au niveau des différents critères ont été respectés. Pour un pays africain, ce n'est pas quelque chose de courant. Tous les engagements ont été respectés et en particulier le critère clé en général de ces programmes-là, à savoir le déficit budgétaire, qui fait la preuve que vous avez une très bonne maîtrise de vos finances publiques et que vous n'avez pas un déficit excessif, parce que pour financer ces déficits-là, vous allez aller chercher des ressources soit auprès des banques, soit auprès des partenaires financiers extérieurs, ainsi de suite. Et quand il y en a trop, après ça devient un problème, ça peut empêcher aussi d'autres, comme les gens du secteur privé, d'avoir accès au crédit. Et donc, c'est important quand même que ces déficits-là soient relativement bien tenus. Et c'est le cas depuis donc plusieurs années en Côte d'Ivoire. Nous avons aujourd'hui l'objectif d'avoir un déficit budgétaire de 3% à la fin de l'année 2019. Pour ceux qui ont suivi de temps en temps l'actualité, vous savez qu'en Europe, la question des 3% de déficit budgétaire demeure toujours d'ailleurs une question extrêmement compliquée, puisque ce n'est pas quelque chose qui est facile à réaliser. Et la Côte d'Ivoire a toujours respecté les différents engagements à la matière contenus dans le programme économique et financier. Et c'est cette qualité de la gestion macroéconomique qui nous a permis d'être le premier pays africain au sud du Sahara à effectuer une émission d'euros
obligations l'année dernière pour près de 1,7 milliard d'euros. Et nous avons réussi à le faire sur la maturité la plus longue possible, à savoir 30 années. Vous savez, pour pouvoir prêter à quelqu'un à 30 ans, il faut vraiment avoir une très grande confiance en cet individu-là. Sinon, pour ceux qui ont l'habitude d'avoir des relations avec le secteur bancaire, local en particulier, vous savez comment est-ce que ça peut être un peu difficile d'avoir un crédit sur une maturité assez longue. Ça arrive parce que nous faisons la preuve que la gestion macroéconomique est bonne et que les investisseurs internationaux, lorsqu'ils consultent l'ensemble de nos indicateurs macroéconomiques, ils se rendent compte qu'effectivement ce pays est bien tenu et que c'est un pays auquel on peut faire confiance et auquel on peut prêter sur 30 ans. C'est confirmé notamment par les différentes évaluations d'institutions dédiées, en particulier le PFA. Le PFA, c'est un acronyme anglais qui un peu essaye d'apprécier la qualité de la gestion des finances publiques dans tous les pays du monde à partir des mêmes standards. Et lorsque la dernière évaluation du PFA, comme la précédente d'ailleurs, il a été noté que les finances publiques en Côte d'Ivoire sont très bien tenues, sont en constante amélioration. D'abord, la qualité de la préparation et de l'exécution du budget. Nous avons des prévisions de recettes et de dépenses qui sont, ce n'est pas nous qui le disons, jugées fiables par les membres de l'équipe du PFA qui ont eu à faire cet examen. Et nous avons un processus de préparation du budget qui est correct et très bien suivi. Mais en plus, on a également un contrôle qui a été jugé satisfaisant. D'abord, à travers le fait que le dialogue avec le Parlement se passe très bien. Et on a un contrôle en interne qui est assis sur des outils informatiques qui permettent en tout cas d'assurer le bon suivi. À tout moment, nous pouvons dire à quel niveau d'exécution du budget nous sommes, quel est le niveau de ressources que nous avons mis à la disposition de telles structures et où est-ce qu'ils en sont en termes d'exécution physique sur le terrain. Et cerise sur le gâteau, on a la Cour des comptes qui fait un travail remarquable et qui nous sort des rapports et qui fait état des différentes critiques sur la gestion budgétaire. Ce n'est pas très simple, je peux vous l'avouer, quand on passe devant le Parlement avec les quelques critiques que la Cour des comptes peut relever, et donc qui nous permettent en tout cas de nous améliorer de façon constante. Et puis enfin, vous avez dû voir dernièrement le mécanisme d'évaluation des directeurs des affaires financières pour nous assurer qu'on a une efficacité de la dépense publique. Donc c'est un mécanisme supplémentaire, en plus des différentes règles déjà qui encadrent l'activité des directeurs des affaires financières. Ce mécanisme d'évaluation-là est également une incitation pour qu'on aille encore plus loin dans ce que nous avons fait jusque-là. Alors, le résultat de tout ça, c'est une évolution assez significative du budget. Je crois que plusieurs personnes ont dû quand même le noter. Si vous regardez sur la période 2012-2019, nous avions un budget qui était de l'ordre de 3 300 milliards à peu près en 2012. Aujourd'hui, pour l'année 2019, c'est un budget de 7 334,3 milliards. Alors, j'étais il y a quelques mois en Chine avec d'autres représentants de pays africains. Et l'un d'entre eux, comme ça, m'a posé la question de savoir quel était notre niveau de budget. Alors, quand je lui ai donné la réponse, il tombait presque à la renverse parce que ça lui semblait tellement important. Et pour pouvoir réaliser ça, il faut vraiment travailler d'arrache-pied. Et c'est ça qui nous permet de dire que nous pouvons avoir un budget de ce niveau-là. En matière de gestion budgétaire, je vais peut-être aussi faire un ou deux commentaires sur les dépenses de personnel. Vous savez, quelquefois, on parle de l'inclusivité de notre croissance. Bien sûr, on doit aller beaucoup plus loin. Mais si vous regardez les dépenses de personnel, pour parler simplement, c'est les salaires. Vous passez de 900 milliards en 2012 à 1700 milliards en 2019. C'est-à-dire que ça a pratiquement doublé en l'espace de 6 ans. Les dépenses pro pauvres, qui sont passées de 1080 milliards en 2012 à 2500 milliards en 2019. Les dépenses d'investissement pour donc entretenir l'outil productif, qui passent de 640 milliards à 1900 milliards. Ça a été multiplié par plus de 3. Mais ces chiffres-là, ça peut être simplement des chiffres, mais ça traduit toute l'orientation et la priorisation que l'État accorde à la pérennisation du processus de création de richesse. Parce que quand vous gagnez de l'argent, en tant que vous-même, avec votre salaire, vous en consommez, vous payez vos factures, tout ce que vous voulez, mais il faut bien pouvoir garder une petite part pour sécuriser la famille, pour s'assurer que les choses se passent au mieux. Et c'est ça, les dépenses d'investissement. Et quand on décide de tripler les dépenses d'investissement sur 5-6 ans, ça veut dire qu'on se soucie énormément du fait que
même si on n'est pas là demain, que le processus de création du pays ne s'arrête pas et qu'on puisse vraiment aller beaucoup plus loin à la matière. Et comme je disais tantôt, on a doublé la masse salariale. Ça aussi, ça veut dire qu'on est vraiment soucieux de partager au mieux la création de richesses. En termes de perspectives, on va passer à partir du 1er janvier 2020 au budget programme. Alors, un thème qui peut paraître un peu ésotérique, on passerait donc des budgets de moyens au budget programme. Le budget de moyens, aujourd'hui, c'est un budget qui est fait chaque année. On regarde dans un long processus budgétaire combien on peut allouer comme ressources à telle structure pour qu'elle puisse faire la route, je ne sais pas moi, Abidjan-San Pedro. Et puis, en cours de gestion, la structure peut estimer que, il y a telle difficulté, peut-être qu'il y a telle ressource, on va l'affecter à telle chose, ainsi de suite. Et à l'arrivée, le temps qu'on avait peut-être prévu pour réaliser tel projet peut être beaucoup plus long, ou bien, en définitive, n'ayant pas suffisamment toute la vision prospective sur le moment, la ressource complète qu'on aura allouée à ce projet-là va se retrouver peut-être 50% plus élevée que ce qu'il aurait fallu. Pour régler ce problème, on passe au budget programme. Donc ça veut dire qu'on a un programme, une ressource est allouée à ce programme pour plusieurs années, 3 ans. On regarde comment est-ce que l'utilisation de la ressource est faite sur le programme. Celui qui doit utiliser la ressource ne peut plus venir dire demain, écoutez, comme tu dis de telle difficulté, je pourrais prendre telle ressource pour affecter à telle chose. Non. Et puis, il rend compte. Il rend compte à l'échéance, est-ce qu'effectivement le programme a été réalisé? Est-ce que l'enveloppe qui avait été prévue, c'est effectivement ce qui s'est passé? Et il peut être interpellé à tout moment, aussi bien au niveau du gouvernement, du Premier ministre, mais même par le Parlement, peut le convoquer sur ce programme-là, pour qu'il puisse en rendre compte. Assurer la performance, sécuriser l'investissement, renforcer la discipline budgétaire, qui est extrêmement important, surtout dans des pays comme le nôtre où, quand on a besoin de la ressource, un franc utilisé doit vraiment donner beaucoup de résultats. Donc, un franc perdu dans un pays comme le nôtre est plus important qu'un franc perdu dans un pays un peu plus riche. Donc, c'est très important qu'il y ait une discipline budgétaire. Et donc, une grande responsabilisation des acteurs, parce que les responsables des programmes auront leur responsabilité personnelle qui va être engagée. Donc, ça veut dire que s'il y a un problème, c'est plus seulement un problème administratif, mais de façon, on va dire, pénale, pour aller répondre de certaines choses. Je ne le souhaite à personne, mais ça montre un peu la dynamique de l'évolution de la gestion des finances publiques en Côte d'Ivoire. Alors, évidemment, pour pouvoir faire tout ça, il faut que les populations soient associées, qu'elles comprennent très bien tout le travail qui est fait pour elles et qu'elles sachent que, si on venait parler de 2 ou 3 choses, elles savent exactement de quoi il s'agit. Et c'est pour adresser cette problématique-là que nous avons élaboré le budget citoyen, qui décrit dans un langage accessible, très simple, pour le citoyen lambda, comment est-ce que le budget se prépare, comment est-ce que l'État lève la ressource, comment est-ce qu'il affecte cette ressource-là et quels sont les résultats qui sont obtenus. Alors, autre chose en la matière, c'est la question des marchés, la question des marchés publics. Alors, vous savez, c'est que souvent, on a beaucoup de gorges chaudes qui sont déployées en la matière. C'est que la direction des marchés publics, ce n'est pas un domaine très simple. Si vous regardez l'évolution des taux des marchés de gré à gré, vous voyez, on est passé de plus de 25% de parts de marché qui étaient faits en gré à gré en 2015. Et en 2018, nous sommes aujourd'hui autour de 10%. À la vérité, en mars 2019, nous sommes encore en dessous de ces chiffres-là. Donc, c'est pour vous dire que les procédures concurrentielles en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui s'est extrêmement renforcé et où on va aller encore plus loin avec tout ce qui est relatif avec la dématérialisation des opérations de passation de marché. Si vous prenez le temps de regarder un peu l'évolution des statistiques et des agrégats de la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez peut-être, je pense, qu'être favorablement impressionné de tout ce que nous sommes en train de réaliser. Alors, il n'y a pas que les marchés de gré à gré, mais le gouvernement se préoccupant de l'accession des PME à la dépense publique et au marché public a pris certaines dispositions en réservant un quota de 20% du montant des marchés pour les PME. Et puis il y a ce qu'on appelle une marge de préférence de 5%. C'est-à-dire que si vous êtes capable de réserver à peu près 30% du marché que vous gagnez, vous, grosse entreprise, pour des PME, eh bien, dans l'appréciation de votre dossier, on vous accorde un bonus de l'ordre de 5%, pour parler de façon plus simple. Donc ça fait donc que ceux
qui ont l'intention de travailler avec des PME, d'assurer de la sous-traitance, du fait donc que c'est suffisamment tourné la richesse. Ceux-là donc sont favorisés dans l'attribution des marchés. Alors ça, c'était les préoccupations d'ordre budgétaire. Mais si on passe à la fiscalité intérieure, si vous voulez, il s'agit de la Direction générale des impôts. Alors là, le grand leitmotiv, comme la Direction générale des douanes, d'ailleurs, qu'on verra tout à l'heure, c'est la digitalisation. Comment aller le plus loin possible dans l'automatisation des opérations, dans la réduction des rapports humains, dans la célérité des opérations. Et c'est tout ce que nous sommes aujourd'hui en train de faire. Alors, vous avez déjà les procédures qui se font en ligne, donc c'est aujourd'hui des téléprocédures, et également des télépaiements à travers e-impôt. Donc ça veut dire que de votre bureau, ou à partir de l'ordonnancement des choses, vous pouvez faire différents virements. Vous pouvez payer également en ligne. Alors, on a bâti récemment un système intégré de gestion des impôts. Donc, toutes les modalités de mobilisation des impôts aujourd'hui sont centralisées dans un système unique, donc qui permet à chacun de pouvoir interagir avec la Direction générale des impôts, peu importe l'endroit où il se trouve. Les systèmes informatiques également, fiscaux et douaniers, ont été interconnectés. Et vous avez le livre foncier électronique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en particulier pour les professions spécialisées, vous pouvez aller en ligne, avoir l'ensemble des informations foncières sur un bien. Mais nous irons également plus loin, puisque on a mis en place un comité d'optimisation du rendement de l'impôt foncier. Alors, en gros, c'est un comité qui va travailler suivant deux axes. L'un, mettre en place ce que les techniciens appellent une blockchain, c'est-à-dire un système qui relie l'ensemble des acteurs de la chaîne foncière. Donc, à partir de là, ça permet de sécuriser les informations, les documents et tout ce que vous voulez. Mais en même temps aussi, qui doit travailler à mettre à jour les informations cadastrales sur les biens. C'est-à-dire, à tel endroit, il y a tel immeuble avec tel nombre d'appartements, ainsi de suite. Et donc, ça devient automatique. Tous les acteurs, même les grands facturiers, sont également liés et ça facilite un peu la vie en matière d'évolution de l'impôt foncier. On a également le remboursement des crédits de TVA. Je pense que les représentants du secteur privé ne tarissent pas de loge là-dessus, puisqu'aujourd'hui, on peut rembourser la TVA en l'espace de quelques jours en Côte d'Ivoire. Alors, beaucoup d'efforts ont également été déployés en faveur des PME. À la vérité, depuis 2012, c'est à peu près 60% des mesures qui ont pu être prises en matière fiscale qui ont été des mesures d'allègement ou de facilitation au niveau de l'impôt. Là, on fait un focus sur les PME parce que ce sont les grosses pourvoyeuses d'emploi. Aujourd'hui, elles ont une exonération de la contribution à la patente, c'est un impôt particulier, pour 5 ans, dès qu'elles sont créées, pour les permettre de démarrer comme il faut. L'impôt foncier qu'elles doivent payer est réduit. Les droits d'enregistrement qu'elles doivent payer au niveau de l'État sont exonérés. Et il y a également aussi une exonération pour 3 ans à partir de leur date de création des différents droits liés à l'augmentation du capital social, ainsi de suite. Toutes ces mesures-là sont censées donc contribuer à l'emploi, mais on est allé plus loin, pas seulement en se concentrant sur les PME, mais de façon générale, aujourd'hui, vous avez des crédits d'impôt qui sont accordés aux entités qui contribuent à la création d'emplois. Différentes mesures ont été prises en faveur du Fonds national de solidarité pour la promotion de l'emploi des jeunes. Vous avez également des exonérations d'impôts sur les traitements salaires qui sont versés dans le cadre des stages écoles. La contribution pour le personnel local qui est également exonéré. Et j'ajouterai enfin les indemnités de stage qui sont aussi exonérées. Alors, vous voyez donc qu'il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits pour que l'emploi puisse décoller en Côte d'Ivoire. Et des chiffres reçus du ministère de l'Emploi. L'emploi formel, nous en sommes à peu près à 7000 créations d'emplois par mois. Et au niveau du secteur informel, bon, vous connaissez la difficulté de ce secteur-là, il y a beaucoup plus qui se fait. Donc on travaille donc à réduire la part de l'informel pour qu'il y ait plus d'emplois formels. Alors pour la fiscalité des portes, là vous avez le guichet unique du commerce extérieur qui a été créé. Alors l'avantage d'un guichet unique, c'est que ça vous évite de pouvoir faire le tour des administrations pour pouvoir faire vos différentes démarches. Mais là on va plus loin, c'est qu'on ne les met pas seulement sur un seul site, mais vous pouvez le faire directement en ligne. Donc vos formulaires, les dossiers, vous les envoyez en ligne, les administrations répondent automatiquement et puis
votre opération est réalisée. Et là, ce sont les outils statistiques un peu qui le permettent. L'automatisation du contrôle à travers ce qu'on appelle un système de scoring. Bon, là, on rentre dans des considérations un peu économétriques. Alors, c'est-à-dire qu'on a un ensemble d'informations qui vous permettent, à partir d'un modèle mathématique, de savoir que, suivant telle ou telle donnée que j'ai sur tel bien, il y a de fortes chances que ce soit un bien qui soit classé en rouge, c'est-à-dire que le risque de fraude est important là-dessus, ou en vert. Alors, l'avantage, c'est que ça vous permet de réduire significativement le périmètre du contrôle, et d'être donc plus efficace et de vous concentrer sur là où il y a vraiment des risques, et puis ailleurs, bon, vraiment de laisser les gens faire au mieux leurs opérations. Alors, en matière douanière, on va aller plus loin en ce qui concerne la lutte contre la fraude. Vous savez, le programme de déploiement des scanners, déjà au port et à l'aéroport, je crois que c'est dû le voir au niveau des médias, où on a renouvelé déjà les scanners qui étaient là, mais on a augmenté le nombre de scanners, mais également aux postes frontières aussi, les principaux postes frontières du pays. Dorénavant, ça va se faire à travers des contrôles au scanner. Alors, on a aussi des contrôles mixtes entre les impôts et la douane, puisque quelqu'un peut se déclarer au niveau de l'impôt comme étant une entreprise de petite taille, mais faire des opérations douanières de plusieurs milliards de francs CFA. Alors, vous voyez que ça pose problème. Donc, si les administrations ne se parlent pas, ne travaillent pas ensemble, bon, un individu pareil peut passer entre les mailles du filet. Donc, le contrôle DGD et DGI permet un peu de régler ces problèmes-là. Et on va aller un peu plus loin en tout ce qui concerne le transit pour, par exemple, des marchandises destinées aux pays de l'Interland qui doivent passer par la Côte d'Ivoire. Si on n'a pas un bon système de surveillance, les gens peuvent profiter d'un endroit puis faire des déversements frauduleux sur notre territoire. Et on va aller plus loin en matière de tracking satellitaire pour assurer un peu un géopositionnement de ces véhicules-là et nous assurer que là où on nous a dit que la marchandise devait aller, que c'est effectivement là qu'elle va. Alors, il y a différents travaux également d'interconnexion des systèmes informatiques. Tout ça, c'est vraiment pour lutter contre la fraude. Donc la douane est aujourd'hui reliée avec le Conseil Café Cacao pour les différentes déclarations d'exportation de café cacao, avec Abidjan Terminal concernant les conteneurs qui arrivent, le port autonome d'Abidjan, de San Pedro, la direction des impôts, je l'ai indiqué tantôt. Mais aujourd'hui, la grande innovation, c'est que c'est plus seulement des administrations nationales qui sont reliées entre elles, mais c'est également des pays. Donc, on a aujourd'hui l'interconnexion avec les systèmes informatiques du Burkina, qui est pratiquement opérationnel. Et avec le Ghana, nous sommes en train de bien progresser. On espère en tout cas bientôt pouvoir commencer les choses avec le Mali. Alors, le résultat de tout ça, c'est l'évolution des recettes fiscales qui sont passées donc de 2200 milliards en 2012 à près de 4000 milliards en 2018. Donc, presque un doublement à la vérité. Et on espère qu'on pourra aller plus loin pour pouvoir financer davantage le développement de notre pays. Alors, dernier point que je voudrais aborder, c'est la gestion des entreprises du portefeuille de l'État. Alors, là-dessus, je vais peut-être m'attarder sur 3 grands points. Les contrats de performance qui vont être généralisés à l'ensemble des entreprises. Un cadre spécifique de suivi infra-annuel et d'anticipation des risques budgétaires, parce que malheureusement, vous êtes informé comme votre budget. Au dernier moment que telle entreprise est en train d'avoir de grosses difficultés, il faut faire le pompier et trouver beaucoup d'argent. Alors que si vous étiez suffisamment informé plus tôt, peut-être que vous aurez pris d'autres dispositions pour que les problèmes ne se posent pas. Et puis, tout ce qui est relatif à la professionnalisation des administrateurs et des sociétés publiques. Alors, ce sont eux, normalement, qui sont censés être notre premier œil, mais quelquefois, certains peuvent ne pas avoir toutes les armes pour pouvoir bien faire leur travail d'administrateur. Donc, ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions aller vers leur professionnalisation. À terme, ça va nous permettre d'avoir un vivier d'administrateurs indépendants. Et puis, à partir de là, des gens, ça va être leur travail de pouvoir suivre les sociétés et puis nous assurer que la dépense publique est bien utilisée. Alors, de façon spécifique, sur la généralisation des contrats de performance, je voudrais simplement indiquer qu'il s'agit de contrats qui ont une périodicité entre 3 et 5 ans. Il y a un ensemble d'engagements qui sont pris. L'entreprise s'engage à réaliser certains résultats.
l'État en face s'engage à lui apporter un certain appui. Et puis on a un comité qui permet de s'assurer que chacune des parties respecte ses engagements et quand ce n'est pas le cas, qu'elle puisse venir s'en expliquer. Alors, sur le suivi des risques infra-annuels et l'anticipation des risques budgétaires, le focus a été mis sur la situation de trésorerie des entreprises publiques, qu'on soit informé à tout moment de l'évolution de leur trésorerie et des difficultés qu'elles commencent à rencontrer. Le suivi également de leurs dettes. Alors, quel est le niveau d'endettement? Est-ce que c'est en ligne en matière de soutenabilité avec les ressources qu'elles sont censées pouvoir lever? Quels sont les risques que cela fait peser sur la finance publique? Mais aussi tout ce qui est relatif à la gouvernance. Est-ce que le conseil d'administration se réunit? Est-ce que quand il se réunit, il parle de sujets qui sont reliés à des questions stratégiques? Est-ce que le taux de participation est celui que nous souhaitons? Est-ce que ce n'est pas un conseil où il y a seulement 2 ou 3 personnes qui arrivent? Bon, on considère qu'il n'y a pas grand-chose et ils partent. Donc ça aussi, on a un ensemble d'indicateurs là-dessus qui doivent nous permettre de dire « Ah, tel conseil ne travaille pas bien » et l'interpeller pour que les choses puissent évoluer dans le sens que nous souhaitons. Donc enfin, le programme de professionnalisation des administrateurs conclu notamment avec l'INADCI, l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, qui doit nous permettre de leur donner les meilleures armes. Le résultat de tout ça, alors vous verrez au niveau des résultats nets au niveau de la participation de l'État que d'une situation déficitaire de près de 60 milliards en 2014, alors nous avons aujourd'hui une situation qui avoisine les 70 milliards pour les derniers chiffres de 2017. Ce sont des choses qui doivent nous permettre de dégager de la ressource, de les cantonner peut-être dans un fonds d'investissement qui pourront peut-être aider à desserrer les contraintes des PME en matière de financement. Parce que le premier problème des PME, c'est le financement. Et le secteur bancaire classique n'est pas toujours outillé pour pouvoir les accompagner. Et si on dessert leurs contraintes, c'est davantage d'emplois que nous créons et c'est un pays en meilleure santé économique que nous aurons. Pour finir, les finances publiques en Côte d'Ivoire sont bien tenues. C'est attesté par les différents organismes internationaux. Secondo, nous avons des réformes importantes qui sont actuellement à l'œuvre et qui vont commencer dès le 1er janvier avec le budget programme, 1er janvier 2020. Tertio, nous avons un vaste programme de digitalisation au niveau de la fiscalité des portes et de la fiscalité intérieure. Et j'ajouterai également l'amélioration des performances des entreprises du portefeuille. Et ce sont tous ces éléments-là qui vont contribuer à renforcer les ressources de l'État et pouvoir améliorer significativement les conditions de vie des populations. Et c'est sur ce mot que je dois vous dire. Merci pour votre aimable attention. Vous avez parlé de bonne coopération entre vous et entre la Côte d'Ivoire et les institutions de Bretton Woods. Ces institutions-là étaient en Côte d'Ivoire en mars dernier. Elles ont émis quelques réserves sur le taux de croissance, notamment en 2018, 7,7%. Elles estimaient que c'était surévalué compte tenu des résultats de compte trimestriel de l'INS. En 2019, on parle de 7,7%. Là encore, elles disent que c'est trop optimiste. Vous vous êtes donné rendez-vous certainement à Washington. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Monsieur le ministre, comment est-ce que vous avez appréhendé cette situation du riz avarié qui est arrivé en Côte d'Ivoire? Et au niveau de la destruction, qui paye la facture? La deuxième question est relative à l'impôt foncier. C'est un impôt que, quand on interroge les populations, ont du mal à la comprendre. En Afrique, quelqu'un construit sa maison, et il habite à l'intérieur, on lui dit de payer un impôt par rapport à ça. Est-ce que vous avez pensé à réformer cet impôt pour le rendre plus souple? Il nous revient que certaines administrations reçoivent de façon tardive leur budget. Qu'est-ce qui explique cette situation-là? Alors, la préoccupation soulevée par M. Boba sur ce que nous sommes dit à Washington avec les institutions de Bretton Woods. Les années que vous avez évoquées, en particulier pour 2018, n'ont pas une divergence particulière. C'est le même taux. Le chiffre que vous avez n'est peut-être pas le bon. Ce n'est pas 7,7%, mais c'est 7,4% auquel nous avons abouti avec le Fonds monétaire international. Maintenant, pour 2019,
Alors, et là aussi, ce n'est pas 7,7%. Le fonds estime que nous devrions être à 7,4%. Nous pensons que nous devons être à 7,5%. Bon, vous voyez déjà qu'en termes d'écart, ce n'est pas grand-chose. Mais pourquoi ces choses-là arrivent? C'est ça qui est important. Alors, 2019, nous ne sommes pas en phase de réalisation. Nous sommes dans une phase de projection. Les projections sont assises bien souvent sur des hypothèses. Et toute projection a toujours une part d'aléa. Donc, suivant votre approche, vous pouvez estimer que la part d'aléa qui est consacrée à tel niveau est trop grande, ou sur tel aspect, peut-être que vous êtes un peu trop optimiste, et nous pensons que ça va être peut-être un peu plus bas, ainsi de suite. Donc, à l'arrivée, ça peut donner ces écarts. En général, dans les pays où on a plusieurs instituts de prévision, chacun des prévisionnistes a son chiffre. Mais ça ne remet pas en cause du tout le discours officiel de l'État. Le plus important, c'est qu'il n'y ait pas des écarts substantiels. Quand il y en a, là c'est problématique. Mais sinon, c'est tout à fait normal qu'en phase de prévision, on puisse trouver que non, moi je pense que ça va être un peu plus, non, moi je pense que ça va être un peu bas. Et puis à la fin de la journée, on regarde quelle était la réalisation effective. Donc je vais vous assurer que sur les chiffres jusqu'en 2018, nous sommes totalement alignés avec les chiffres du Fonds monétaire international et que pour 2019, on a un écart, un chouïa de 0,1 point au niveau des taux de croissance. Alors, sur la question du riz avarié, là, malheureusement, la douane n'a pas le bon rôle. Parce que dans l'imagerie populaire, comme elle est à la porte, on pense tout le temps, quand il y a un souci, que c'est la douane. Vous savez, dans un processus d'importation, il y a plusieurs acteurs. La douane n'intervient que pour lever la ressource sur le bien qui est censé traverser la frontière. Il y a d'autres acteurs qui vont s'assurer que le bien importé respecte certaines normes, que certaines procédures ont été respectées au niveau technique, ainsi de suite. Ça, malheureusement, ce n'est pas la douane. Et je crois qu'il faut plutôt se réjouir qu'on ait mis la main sur ce stock-là. Ce qui importe, c'est est-ce que vous avez mis en place les mécanismes qu'il faut pour vous permettre de les détecter quand ils se produisent. Et je pense qu'avec ce qui s'est passé sur le riz avarié, on doit plutôt s'en satisfaire. Ça veut dire que les mécanismes mis en place, le fonctionnement de l'administration en matière est plutôt bon. Et je peux vous rassurer que sur le riz, sa destruction, ce n'est pas l'État qui paye cela. Les enquêtes vont mieux situer les responsabilités, mais ce n'est pas l'État qui s'en occupe. Alors, l'impôt foncier, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons l'un des taux d'imposition au niveau du foncier qui sont les plus bas. On a même baissé. Vous savez, on a deux types d'impôts sur le foncier. Il y a celui sur le patrimoine et celui lié aux revenus liés au foncier. Donc aujourd'hui, on doit autour de 4%. C'est extrêmement bas. Il faut comparer à des pays développés. Ce qu'ils payent en la matière est très élevé. Vous savez, on a 7 000 milliards de budget, il faut bien pouvoir les financer. Donc c'est quand même important que la contribution de chacun puisse se faire. Alors, prenez tous les travaux routiers qui ont été faits. Supposez que vous avez un terrain, à Bassam. Je prends cet exemple-là. L'État a construit une autoroute. Sans avoir mis un franc, votre terrain a quelquefois doublé de valeur. Donc vous êtes devenu beaucoup plus riche grâce à l'investissement de la collectivité. Donc ça fait sens que la collectivité vous dise que vous devez quand même contribuer un peu à la prise en charge des dépenses d'entretien de ces routes, ainsi de suite, qui vous permettrait, vous, de pouvoir conserver la valeur de votre bien. Donc vous avez une série d'impôts comme ça que l'État lève sur les transactions que vous faites, sur votre patrimoine. Et votre patrimoine, il peut être immobilier, il peut être mobilier, ainsi de suite. Et c'est en vertu de cela qu'on lève l'impôt foncier. Bon, bien sûr, nous avons, et on compte sur vous d'ailleurs, pour qu'on puisse aller plus loin en matière d'éducation de nos populations, pour savoir que c'est quelque chose de très important, pour qu'ensemble, nous puissions avoir un pays qui se développe et dont nous sommes fiers. Alors, la question de la réception des budgets a été évoquée. Alors, nous faisons beaucoup d'efforts pour mettre en place les budgets très tôt. Cette année, c'est dès le 7 janvier, et c'est la première fois dans l'histoire du pays que le budget a été mis en place. Maintenant, après, il y a un ensemble de procédures pour pouvoir
bénéficier, pouvoir avoir accès à son budget. Malheureusement, il peut y avoir quelques retards dans ce domaine-là, qui peut être lié à la diligence de certaines structures. Nous y travaillons. Et nous allons donc mettre en place des indicateurs pour que, de façon régulière, nous informons le Conseil des ministres pour savoir quels ont été les délais dans lesquels les budgets ont été mis à disposition des structures concernées et où s'est situé le problème, de sorte que la structure concernée puisse venir en répondre et que l'année d'après, nous ne puissions plus avoir ces types de problèmes-là. Sur les grandes rubriques du budget 2019, en termes de mobilisation nationale et internationale, la Côte d'Ivoire a mis en place une dette à lever de 1439 milliards pour financer son budget. Et selon les calendriers de l'agence UEMOA Titres, c'est près de 609 milliards que la Côte d'Ivoire a prévu lever sur le marché financier de l'UEMOA. Donc il y a 830 milliards de différences. Et la dernière fois, le Premier ministre a annoncé un prêt syndiqué international de 500 milliards. Je voudrais savoir aujourd'hui où en est ce dossier. Et puis un prêt syndiqué, est-ce que c'est profitable à l'État? Et ma seconde préoccupation, on a remarqué depuis 2012 que la croissance ivoirienne est toujours portée par des éléments de la macro, c'est-à-dire les exportations, dont les produits phares comme l'anacarde et le cacao, et également les grands investissements de l'État et autres. Mais on reste encore sur notre fin en ce qui concerne, par exemple, la redistribution de cette croissance-là, et vous conviendrez avec moi que c'est pourquoi cette année, le gouvernement a mis en priorité un programme social qui sera financé à hauteur de 727 milliards. Donc je voudrais savoir, pour 2019, quels seront les grands axes qui vont porter la croissance ivoirienne? L'année dernière, vous avez distribué des cartons rouges à certaines entreprises publiques. Il est vrai que vous avez mis en place des mécanismes aujourd'hui. Je voudrais savoir si ces structures-là vous donnent une entière satisfaction. Je voulais savoir l'état de la convention entre l'État de Côte d'Ivoire et Webfontaine. Ma seconde préoccupation, vous encouragez la généralisation des contrats de performance. Je voulais savoir, sur plus de 110 sociétés, il n'y a seulement que 8 qui ont déjà signé. Est-ce que vous êtes satisfait? Alors, vous avez parlé on va dire, des avantages entre la syndication et puis, on va dire, l'adjudication qui est un processus d'enchère. Dans un monde idéal, l'adjudication, compte tenu de la nature concurrentielle de son opération, devrait avoir de bons résultats. Sauf que dans l'adjudication, vous savez, les marchés sont beaucoup influencés par les différentes évolutions qui peuvent intervenir, qui peuvent quelquefois être éloignées de la réalité d'un État, mais simplement sur la base de la rumeur, de comportements qu'on appelle, entre guillemets, moutonniers. Tout le monde vend en même temps, tout le monde achète en même temps, et les choses, quelquefois, ne se passent pas bien. Alors, les tendances sur le marché financier international, en termes de taux, donc le prix d'acquisition du bien qu'est l'argent, sont à la hausse. Parce que les principales banques centrales qui ont eu, depuis la crise financière de 2008, ont eu une politique de taux d'intérêt très bas pour pouvoir assurer la relance de la machine économique, ont commencé aujourd'hui à petit élever leur taux directeur. Il s'agit de la Fédérale Réserve américaine, il s'agit de la Banque centrale européenne, ainsi de suite. Donc, les perspectives sur le marché, pour nous, pourraient être un peu plus coûteuses si nous devions lever de la ressource là-dessus maintenant. D'ailleurs, certains pays voisins que je ne citerai pas ont levé des ressources. C'est des taux d'intérêt qui ont avoisiné à peu près 8%. Donc ça, quand même, en termes de charge de dette, ça peut faire quand même assez lourd si vous tenez compte du volume de ressources levées. Mais comme la Côte d'Ivoire a de bons rapports avec le monde de la finance, en tout cas les grands acteurs de la finance internationale,
elle a eu la fenêtre pour pouvoir engager des négociations pour une syndication. Une syndication, c'est-à-dire que vous avez des échanges bilatéraux avec une grande banque internationale pour pouvoir vous financer. Vous savez, le métier de la banque, le métier de l'argent, c'est d'abord la confiance. Donc, si vous pouvez être deux individus avec quelquefois des garanties similaires, mais compte tenu du fait que l'un a déjà ce que les anglophones appellent un tracking record assez intéressant, la banque n'aura pas beaucoup de difficultés à lui faire un prêt à un taux plus bas que vous autres qu'elle découvre, pour lequel elle a quand même une part d'incertitude, même si vous avez de bonnes garanties. Et donc, c'est suivant ce principe-là que la Côte d'Ivoire a décidé d'aller vers la syndication. Et nous devions ressortir en tout cas avec des taux d'intérêt très intéressants qui devaient nous permettre de ne pas accroître la charge du service de la dette. Et la ressource que vous estimez manquante va être prise en charge dans ce même cadre-là, dans le cadre donc de la syndication. Alors, vous avez parlé on va dire des moteurs de la croissance. Bon, c'est une question bien technique parce que dans une création de richesse, on peut l'examiner suivant ce qu'on appelle le côté de l'offre, comme ce qu'on appelle le côté de la demande. Du côté de l'offre, le moteur se situe au niveau de ce que j'appelle le secteur tertiaire. Tout ce qui est relatif aux activités commerciales, tout ce qui est relatif à la finance, aux télécoms. Ça, c'est là où on a le rythme de création de richesse le plus important. Mais dans le secteur secondaire, ça se rattrape assez vite. Aujourd'hui, ce secteur-là est un peu en arrière parce qu'il réalise beaucoup d'investissements. Je pense que nous sommes dans la même ville. Quand vous allez à la sortie au PK24 d'après Yopougon, vous voyez bien toute la vaste zone industrielle qui est en train de se créer. Donc c'est pour dire que la transformation structurelle du pays est en marche. Donc on va passer d'un pays assis sur des productions de matières premières agricoles à un pays qui va devenir encore plus industriel. Donc du côté donc, de la demande donc, alors effectivement, les deux grands moteurs vont demeurer les investissements et les exportations nettes. Mais c'est normal, et ça va l'être pour encore plusieurs années, parce que c'est un pays qui est en phase d'expansion, et donc c'est un pays où on investit davantage. Nous sommes en train de nous doter des capacités de production. Si vous suivez quelquefois l'actualité économique, vous voyez bien que dans les pays plus avancés que le nôtre, on se préoccupe plus de la consommation. Est-ce que le pouvoir d'achat des gens leur permet de consommer? Parce que les capacités de production sont déjà là. Donc il faut que la demande qui s'adresse aux entreprises soit satisfaisante pour que ces entreprises puissent tourner et faire tourner l'ensemble de l'économie. Donc eux, ils vont vraiment se focaliser sur les questions de consommation. Donc nous, les moteurs vont rester cela, l'investissement, les exportations, parce que traditionnellement, nous sommes le seul pays de l'UEMOA qui a toujours une balance commerciale excédentaire. Et je ne crois pas que ça va changer bientôt. Alors, sur la redistribution de la croissance, bon, je vous ai montré ce qui s'est fait un peu au niveau du secteur public. Je pense que dans l'examen du phénomène, il y a peut-être certaines choses qu'on ne prend pas suffisamment en compte. Nous avons hérité quand même d'un nombre assez important de personnes qui n'ont pas pu être insérées dans le marché du travail du fait de la crise. Quand vous êtes en bout de chaîne et que ça ne vous a pas encore touché, le temps d'attente est long, vous le trouvez très long. Mais sinon, l'économie ivoirienne crée des emplois, elle en crée. Mais toutes ces décennies de crise que nous avons connues, tous ces gens qui n'ont jamais eu l'opportunité de travailler, la natalité ne s'est pas forcément affaiblie, ça crée quand même un nombre assez important. Donc, c'est un peu avoir le sentiment que, bon, ils n'ont pas encore reçu leur part, mais la distribution s'est faite. Sinon, toute cette création de richesse qui est faite dans le pays, il faut bien qu'elle aille quelque part. Pour finir, je veux sur ce point, il ne faudrait pas aussi qu'on pense qu'une redistribution de richesse, elle est seulement monétaire. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de l'autoroute de Bassam. Mais celui qui détient un terrain là-bas, en fait, il s'est enrichi. Parce que son terrain a doublé de valeur, son patrimoine est devenu plus important, il s'est enrichi. Ce qui, là, aujourd'hui, il peut aller lever un crédit dans une banque, commencer une affaire avec ça et accélérer le processus de création de richesse. Ça aussi, c'est une forme de redistribution dont on ne parle pas suffisamment. Donc voilà peut-être les réponses que je peux apporter là-dessus. Alors, le carton rouge, est-ce que je suis satisfait? Si je réponds par l'affirmative, en ce moment, je n'aurai plus grand-chose à faire.
Je suis satisfait, bien sûr, parce que vous avez vu les indicateurs, ils sont à la hausse. Mais j'estime que nous avons un potentiel qui est beaucoup plus important et que donc nous devons aller plus loin. Et c'est à cela que nous travaillons. Et je peux vous assurer que dans pratiquement tous ces domaines-là, les chiffres s'améliorent. Bien sûr, il y a des entreprises qui ont déjà des difficultés structurelles, on va dire, qui auront forcément dans l'immédiat du mal à répondre à tous les standards que nous avons imposés. Mais ce qui importe, c'est le mouvement. Est-ce qu'elles s'en rapprochent? Et aujourd'hui, elles s'en rapprochent. Et nous, notre travail, c'est de faire en sorte qu'elles puissent s'en rapprocher beaucoup plus vite que ce n'est actuellement. Sur la question des contrats de performance, alors le portefeuille de l'État, c'est à peu près 82 entreprises dans lesquelles l'État a des participations. Ces entreprises aussi évoluent dans des secteurs différents. Certaines sont dans les secteurs commerciaux, où on peut faire du bénéfice. D'autres prennent en charge des questions où c'est vraiment plus coûtant. Il ne s'agit pas de faire des bénéfices là-dessus, compte tenu de la nature de l'activité, ainsi de suite. Donc, c'est un agrupage assez diversifié. Alors, sur le contrat de performance, effectivement, nous avions 8 entreprises qui avaient signé. Et c'est justement pour accélérer le phénomène que nous sommes passés, on va dire, à la généralisation, puisqu'on a eu les échanges avec les entreprises là-dessus. Alors, vous avez parlé d'une lenteur dans le rythme. Effectivement, moi, j'aurais souhaité que ça aille un peu plus vite. Mais à la vérité, ce n'est pas tant une surprise. Parce que tout phénomène nouveau a forcément besoin d'un temps d'adaptation. Donc, les entreprises avaient besoin de mieux comprendre le phénomène, de mieux abrander leurs engagements, parce qu'elles vont s'engager et être jugées là-dessus. Donc, ça demande quand même de bien regarder ces choses-là. Et puis ensuite, il y a aussi des comités à mettre en place pour pouvoir assurer la supervision de tout ça. Et quelquefois, les lenteurs administratives peuvent faire que ça mette un peu de temps. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on va généraliser. Et donc, toutes les entreprises du portefeuille vont avoir leur contrat. Et à partir de là, on pourra apprécier leurs résultats autrement. Alors, Webfontaine a été évoqué, en particulier la convention de la Direction générale des douanes avec Webfontaine. Alors là-dessus, les choses sont très simples. Un contrat a été signé avec Webfontaine pour 5 ans pour aider l'administration douanière à acquérir toutes les nouvelles techniques en matière d'évaluation qui faisaient appel aussi à une bonne dose d'informatisation. Les 5 ans sont arrivés. Les transferts de compétences ont été vérifiés. Donc, le contrat s'est naturellement arrêté. Voilà le dossier Webfontaine. Quel bilan faites-vous des réformes et mesures en faveur des PME? Deuxième question, quels moyens attribuez-vous aux collectivités locales pour fonctionner et travailler? Quelle est votre philosophie en matière d'indépendance financière des mairies notamment, qui se plaignent de ne pas avoir la liberté et de disposer des ressources effectives à bonne date pour pouvoir travailler? Monsieur le ministre, dans votre propos liminaire, vous avez indiqué 7000 créations d'emplois formels par mois, si j'ai bien compris. Alors, moi, je voudrais juste savoir les secteurs d'activité concernés. Monsieur le ministre, vous avez dit également que les meilleurs DAF ont été premiers récemment. Alors, moi, je voudrais savoir encore qu'est-ce qu'il en est des mauvais DAF. Vous avez indiqué que 20% du montant des marchés publics serait accordé aux PME. Je voulais savoir à partir de quelle date et quelle est cette part actuellement. Et puis une deuxième question sur la digitalisation pour les impôts. Beaucoup de personnes au sein de la population n'ont pas forcément accès à Internet. Est-ce que vous n'avez pas peur de creuser ce qu'on appelle la fracture numérique? Vous pouvez déjà imaginer que si les recettes fiscales ont pu avoir cet accroissement-là de, on va dire, 2200 milliards, près de 4 milliards, aujourd'hui, c'est bien parce qu'à un moment donné, les acteurs ont pu contribuer significativement à la caisse publique. Alors que les PME ont, en termes de part, une contribution un peu plus faible comparée aux grandes entreprises, en soi, ce n'est pas une surprise. Bon, c'est la vieille loi statistique des 20-80. Mais quand on fait le pari sur les PME, c'est surtout pour desserrer les contraintes de l'emploi. Parce que c'est là où on emploie le maximum de gens, parce que les grandes entreprises ont bien souvent des techniques très modernes, une productivité très forte. Donc c'est ça, donc elle n'a pas forcément besoin d'avoir un nombre trop important de gens pour pouvoir assurer
leur production, la mécanisation est faite. Mais les PME aident à desserrer ces contraintes-là. Et lorsque l'État décide d'accompagner les PME, outre la question de l'emploi, du fait qu'il y a quand même un bien-être qui s'est créé, ces personnes-là ont un pouvoir d'achat. Ces personnes-là peuvent également contribuer à la caisse publique à travers les impôts sur les traitements et salaires, et peuvent également adresser une demande aux acteurs économiques, les commerces, tout ce que vous voulez. Et tout ça, ça nourrit le cycle de production économique. On va aller plus loin en matière de fiscalité dédiée aux PME. Vous savez, une des problématiques qu'on a, c'est déjà la définition de la PME. C'est quoi une PME? Il y a une préoccupation au niveau régional là-dessus. Mais si vous prenez la taille de l'économie ivoirienne, elle fait par exemple plus de 30 fois celle de Guinée-Bissau. Donc, quand on dit qu'on a une PME au niveau régional, voici la définition qu'on en donne. Est-ce que c'est applicable? Ce qui est bon en Côte d'Ivoire peut l'être dans un autre pays de l'Union ou pas? Donc, vous avez déjà cette problématique-là. La seconde problématique que vous avez, c'est la stratification des PME. À partir de quel seuil vous considérez que telle entité est une petite entreprise et telle autre est une moyenne? Surtout quand vous savez que la vie économique est un corps mouvant. C'est-à-dire chaque année, il y a des nouvelles activités qui se créent, il y a la richesse qui s'accroît. Donc quand il y a quelques années, on a pensé qu'avoir un chiffre d'affaires de 30 millions, c'était bon pour être une petite entreprise, à la vérité, aujourd'hui, 30 millions, ça peut être que ça ne vaut pas grand-chose. Et vous avez donc cette réalité statistique, économique-là, à regarder, mais à mettre en face d'une réalité administrative, parce que vous devez consigner ça dans un test, qui lui ne change pas forcément tous les jours. Alors, nous, on a fait les chiffres statistiques. Quand vous avez une population, vous avez différents critères. Je prends un exemple. Vous avez une taille, vous avez un poids, vous avez un niveau de revenu, tout comme moi, peut-être le directeur du CICG. Est-ce que je vous ressemble plus que le directeur du CICG? Ça, on peut faire le calcul mathématiquement, ce qu'on appelle une distance, pour voir entre vous et moi, est-ce que la distance est plus faible que le directeur du CICG. Et ce travail-là, nous l'avons fait. Ça nous a amené à revoir la stratification des PME. Celle que nous avions aujourd'hui dans notre test n'est peut-être plus forcément en ligne avec la réalité de ce qui se passe. Et ça crée nos difficultés, parce que supposez que vous avez considéré que toutes les entreprises qui ont moins de 30 millions sont des petites entreprises. Et que vous avez constaté qu'il y a de la fraude, que certaines personnes vont se cacher dans ces secteurs-là, déclarent qu'elles sont à ce niveau-là, et pour pouvoir échapper à l'impôt. La difficulté, c'est que vous avez besoin de connaître quelle est la distribution même dans cette catégorie-là. C'est-à-dire que si 80% des personnes qui ont moins de 30, des entités qui ont moins de 30 millions de chiffre d'affaires se retrouvent vers le bas de votre plage, vous voyez que si vous prenez une mesure portant sur cette catégorie de personnes-là, ça peut être ressenti très différemment. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si vous avez 80% des gens qui ont des entités qui ont moins de 30 millions de francs CFA, qui à la vérité se retrouvent vers 10 millions, et que vous avez peut-être juste 5 ou 10 qui sont vers 30 millions, elles sont censées être dans la même catégorie et pouvoir subir la même réglementation. Mais la réalité qu'elles vivent est tout à fait différente. Vous voyez? Et donc, si vous n'avez pas suffisamment d'informations sur ça, difficile de pouvoir adresser la bonne mesure. Et ce travail-là, nous l'avons fait. Alors, j'ai noté la question des DAF. Ceux que nous avons primés, ce sont les meilleurs. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas été primés ne sont pas bons. Donc, ce sont les 3 premiers, malheureusement, comme il faut faire un classement. Et le message pour nous, c'est surtout la saine émulation que ça crée. Donc ça oblige à faire en sorte que toutes les procédures budgétaires soient bien respectées, que l'efficacité de la dépense soit au maximum, et que donc vous puissiez être reconnu par vos pairs comme étant un directeur des affaires financières qui est excellent dans ce qu'il fait. Sur les marchés réservés aux PME, en fait, c'est depuis, ça fait déjà quelques années que nous sommes déjà dans cette situation, que 20% des marchés publics sont réservés aux PME. Maintenant, il faut s'assurer que
quand on a pris la loi, que l'application permette effectivement à ces entités-là de pouvoir en bénéficier. Alors, le chiffre de 2018, il faut peut-être que je puisse regarder, mais sinon, juste avant, nous étions à peu près à 42% des marchés qui ont été attribués au PME. Alors, pour la fin 2018, on a un peu baissé, mais surtout parce qu'on a eu beaucoup de marchés qui étaient des marchés de travaux importants, qui malheureusement demandent quelquefois des moyens d'un certain niveau qu'une PME n'a pas forcément. Donc c'est ce que je peux répondre là-dessus. Dans la digitalisation, vous avez un corps de techniques qui est très large. Il y a certainement Internet, mais il y a d'autres choses. Par exemple, vous avez la facturation électronique. D'avoir donc des terminaux de paiement au niveau des différents vendeurs qui sont reliés à un système central. Eh bien, celui qui vient payer, monsieur tout le monde, ça ne change pas grand-chose pour lui. Il paye ce qu'il a à payer, on passe peut-être une carte dans un appareil, mais pour l'administration fiscale, c'est extrêmement important parce que ça permet de centraliser l'information et de nous assurer que c'est le bon impôt qui est payé. Alors, au niveau du système intégré de gestion qu'on a mis en place, on a en gros 3 phases. Il y a les grandes entreprises, les entreprises de taille moyenne, et puis celles qui sont à un niveau un peu plus faible. Mais on va aller plus loin, en particulier pour les personnes physiques. Je pense que c'est déjà le cas dans la plupart des pays développés. Vous pouvez payer votre impôt en ligne ou c'est directement prélevé par l'administration fiscale sur votre compte bancaire. Alors, c'est vrai qu'on a un taux de bancarisation qui n'est pas très élevé, mais ce n'est pas des choses qui sont impossibles à faire ici. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons, sans fausse modestie, un pays qui est bien engagé. Un pays qui est bien engagé, un pays où les finances publiques sont bien tenues, un pays où la modernisation des opérations de l'État s'approfondit. Nous irons beaucoup plus loin en matière de digitalisation des opérations au niveau des régies financières. Nous allons travailler davantage au renforcement de l'efficacité de la dépense publique et nous allons nous battre pour que nous ayons des entreprises publiques qui soient importantes, qui soient capables d'aller gagner des marchés à l'extérieur et que nous soyons tous fiers de pouvoir dire « Ah, ça, c'est le flambeau national qui est dressé parce que c'est une entreprise très performante, reconnue par tous à l'échelle internationale et à l'échelle du continent. » Et je pense que c'est possible. C'est possible si nous avons une vision commune, si nous sommes tous imprégnés de l'intérêt collectif, si nous faisons tous ce qui est notre devoir pour que l'État ait les ressources qu'il lui faut pour financer notre développement. Je pense que nous devrions pouvoir assurer l'émergence de notre pays sans trop de difficultés.